bon, la notion de commun numérique vous est plus familier, ce qui fait qu'on va peut-être un peu plus introduire la notion de monnaie locale. On va faire cette présentation à deux. Donc moi je suis Yannick Lung, j'étais prof d'économie maintenant à l'Université de Bordeaux. Je suis retraité mais encore un petit peu en activité, ce qu'on appelle professeur émérite, c'est-à-dire que je continue à faire des recherches sur les monnaies locales à l'Université de Bordeaux et je suis aussi coprésident d'une monnaie locale sur Bordeaux et la Gironde qui s'appelle l'Amiel. Et je suis donc avec Stéphane qui lui est plus dans votre domaine. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, Stéphane Saint-Léger. Développeur, entrepreneur, consultant en numérique responsable. Et en l'occurrence, là, aujourd'hui, je suis avec vous avec la casquette de à la fois informaticien de l'association La Miel et cofondateur de l'association Loca Valuto qui qui développe des logiciels libres pour les monnaies locales. Voilà, on y reviendra juste en deuxième partie de la présentation. Voilà, donc avant de revenir sur cet aspect qui vous est plus familier, peut-être on va revenir sur cette idée de monnaie, monnaie locale, comment ça se présente. Alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui dans nos sociétés qui sont devenues basées sur des relations d'échange marchand, finalement la monnaie c'est fondamentalement un lien social essentiel puisque vous allez payer votre café, votre pain, vos inscriptions, ceci et cela. Tout ça, ça passe par l'utilisation de la monnaie qui est le moyen d'échange. Or, la monnaie, qu'elle soit sous forme papier ou sous forme numérique, carte bancaire, smartphone, finalement, vous allez voir quelqu'un, il vous donne quelque chose, en échange, vous lui donnez un bout de papier ou vous utilisez votre carte bancaire. Il faut vraiment qu'il vous fasse confiance et qu'il fasse confiance aux signes monétaires que vous utilisez. Et toute la question qui se pose, c'est effectivement comment on construit cette confiance, sur quoi elle repose la confiance qui fait qu'on accepte qu'en cliquant sur un smartphone, on vous donne un ordinateur, une voiture peut-être pas, mais pas mal de biens. Alors en fait, les monnaies ont émergé, je fais vraiment un raccourci historique rapide, un petit peu sous forme métallique, vous savez, et comme c'était de l'or ou de l'argent, il y avait des émissions de pièces de monnaie un petit peu partout, et certains rognaient, c'est-à-dire enlevaient un petit peu d'or ou d'argent pour le refondre et faire d'autres pièces de monnaie, donc il y avait un problème de comment connaître le véritable poids des pièces d'argent ou de monnaie. Et c'est là où, finalement, pour rétablir la confiance dans la monnaie, eh bien, c'est l'État, à l'époque, le roi, qui a imposé une norme, c'est-à-dire le fameux louis d'or, pour faire un raccourci historique assez rapide. Donc, finalement, c'est l'État qui a, au départ, ensuite, on verra après ensuite, le roi qui a posé une confiance quant au poids monétaire, au poids en argent, en or des différentes monnaies. Alors, je fais ce raccourci historique. Ensuite apparaît le développement industriel. Progressivement, la monnaie papier va s'introduire. Bien, cette monnaie papier, puisqu'encore la monnaie métallique, il y a un poids d'or, on peut toujours la faire fondre, on a l'équivalent. Monnaie papier, qu'est-ce qui garantit la valeur des monnaies papier? Eh bien, ça va être ce qu'on appelle la banque centrale, qui, en France, c'était la Banque de France, garantit finalement l'équivalent entre la monnaie papier et, au départ, une certaine quantité d'or. Donc, il y a une garantie. Et là, la monnaie va apparaître comme un bien public, ce qu'en économie, on appelle un bien public, c'est-à-dire que c'est l'État qui assure la gestion de la monnaie. Plus récemment, en France et dans beaucoup de pays, la Banque centrale, la Banque de France, qui était un organisme public, s'est progressivement autonomisée de l'État, puisqu'on a eu toute une doctrine en disant, finalement, si les politiques gèrent la monnaie, ils vont mal la gérer parce qu'ils vont le faire en fonction des élections, de leurs intérêts politiques, et il faut que ce soit des spécialistes, des techniciens, des experts qui gèrent la monnaie. Et donc on a rendu une indépendance à la Banque centrale européenne en France, qui a une autonomie relative, défend une certaine politique monétaire en fonction des objectifs qui lui sont fixés, mais finalement il n'y a plus de contrôle démocratique de cette institution, puisque progressivement,
encore l'État, à partir du moment où il y a des élections, on a un contrôle citoyen de l'État. À partir du moment où ce sont des experts, fussent-ils professeurs dans tous les sens, finalement, il n'y a plus du tout de contrôle des citoyens. Ça se double du fait que la création de monnaie, l'essentiel de la création de monnaie, ce ne sont pas les pièces et les billets, vous le savez. L'essentiel de la création monétaire, ce sont les banques, qui sont aujourd'hui des banques privées, qui en fait accordent des crédits à des entreprises ou à des particuliers qui veulent acheter des logements. Et c'est comme ça que se crée l'argent. Vous allez à la Société Générale, vous donne un crédit, et puis vous payez avec votre carte bancaire, Visa. Oui. Oui, non. Bon, non, je ne peux pas prendre le cas de la Nef, qui est une banque, enfin une institution financière éthique, puisqu'elle ne peut pas le faire, le crédit coopératif. Voilà, oui. Oui, enfin, on peut en parler. Non, mais concrètement, c'est plutôt ces banques-là, ces banques privées, et pas les banques mutualistes qui sont dominants. Et aujourd'hui, les institutions financières, les banques ont développé des tas de techniques perfectionnées qui fait qu'elles garantissent les prêts, et elles prennent des garanties sur les garanties, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la circulation financière, à l'échelle mondiale, 98% des échanges sont de nature purement financière, et on n'a que 2% des échanges d'euros, de dollars, de yens, et tout ce que vous voulez, qui correspondent à des échanges d'économie réelle, c'est-à-dire achat de biens de services, investissements productifs, etc. Donc on a toute une sphère financière, ce qu'on appelle la financiarisation, qui s'est développée, et une complète déconnexion de la logique financière, avec les conséquences que vous connaissez, spéculation, crise monétaire, et puis soutien, investissement, surtout dans l'économie carbonée. Alors, dans le cas des monnaies locales, finalement, on fait le pari qu'il faut changer de perspective, que la monnaie, qui est au départ un bien public, est devenue assez largement un bien privé, puisque ce sont les banques privées qui gèrent l'émission monétaire, même si elles sont un peu contrôlées par les organismes publics. Bien, il faut lui donner le statut de bien commun, puisque finalement, la monnaie, personne n'est propriétaire. La fonction de la monnaie, c'est de faire tourner l'économie, de circuler pour qu'il y ait des échanges. Alors, les monnaies locales, il en existe de différentes natures. En fait, un ticket restaurant, on peut considérer que c'est une forme de monnaie locale. Mais en France, je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Et ces monnaies locales qui se constituent en général par des associations citoyens essayent de restituer cette idée de la monnaie comme commun. Vous connaissez le logiciel libre comme commun numérique, eh bien, la monnaie doit être conçue comme un commun. Pourquoi ? Pour aller vite sur la notion de commun, elle a un usage collectif. Et le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'elle est autogouvernée, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui vont gérer la monnaie locale. Cette idée d'autogouvernant qui est donc plus l'idée de biens publics gérés par l'État ou de biens privés gérés par des organismes privés, mais la prise en charge par les citoyens. Alors, en France, les monnaies locales, on les appelle monnaies locales complémentaires parce qu'elles sont complémentaires à l'euro, elles ne sont pas vocation à remplacer l'euro. Elles ont été reconnues par la loi de l'économie sociale et solidaire, ESS, ça veut dire économie sociale et solidaire, qui a été votée en 2014. Donc elles sont inscrites dans le code monétaire et financier, elles ont une reconnaissance légale avec un certain nombre d'obligations. D'abord, elles doivent être gérées par un acteur de l'économie sociale et solidaire. Bon, en général, ce qu'on appelle les acteurs de l'ESS, ce sont les associations. Vous êtes probablement membre d'une association étudiante ou sportive, ce que vous voulez. Les coopératives, les fondations et les mutuelles. Ce sont les acteurs de l'ESS selon la loi française. Bon, c'est plutôt, dans le cas français, des associations qui gèrent les monnaies locales. Toutes les monnaies locales sont à parité avec l'euro, c'est-à-dire une unité de monnaie locale, c'est égal à 1 euro. Donc nous, on utilise la miel, qui est la monnaie locale, c'est peut-être 1 euro. Si vous allez au Pays Basque, ça va être l'Oshko. Si vous allez à Lyon, ça va être la gonette. Donc chaque territoire a sa monnaie locale, puisque par définition et par la loi, les monnaies locales ne peuvent circuler que sur un territoire limité. Ce n'est pas à l'échelle de la France, encore moins à l'échelle de l'Europe. Elles peuvent être utilisées qu'entre les adhérents de l'association qui gère la monnaie locale. Donc pour l'utiliser, il faut commencer par adhérer à l'association, qu'on soit particulier,
où on va convertir ces euros en monnaie locale, ou qu'on soit ce qu'on appelle prestataire, c'est-à-dire être une structure qui accepte le paiement en monnaie locale. Au lieu d'être payé en euros, on est payé en monnaie locale. Ça peut être évidemment un commerce, un kiné, un expert comptable, un cabinet d'informatique qui fait des développements informatiques, des associations, des collectivités. Il y a pas mal. Pour nous, le mois prochain, la mairie de Bordeaux va adhérer à notre association, accepter qu'on paye les services locaux, les services publics locaux en monnaie locale. Évidemment, entre prestataires. Donc le principe est assez simple. Si je prends le cas de l'association, je suis un particulier, je vais changer mes euros en miel. Donc, je ne sais pas si tu as des miels pour l'instant, c'est un billet. L'argent, les euros que j'ai convertis sont déposés sur ce qu'on appelle un fonds de garantie qui fait qu'il y a toujours autant d'euros en circulation que d'unités de monnaie locale en circulation. Et ce fonds de garantie, on le dépose auprès de la NEF, qui est une banque éthique, qui va s'en servir pour financer des projets d'investissement éthiques et solidaires, même 2 fois plus, c'est son engagement. Et ensuite, avec cet argent, je vais aller à l'épicerie en vrac du coin, je vais payer ce que j'achète avec des miels. L'épicier va aller déjeuner dans un restaurant qui accepte la miel, qui lui-même va se fournir auprès d'un brasseur, ou c'est une brasseuse locale qui accepte le paiement en miel. Cette brasseuse va payer le service informatique pour sa comptabilité, etc. en miel. Les salariés acceptent de cette société de service, acceptent le paiement et vont eux-mêmes les dépenser. Et donc l'idée, c'est de construire comme ça un circuit. Alors parfois, il y a un professionnel ou un prestataire qui n'arrive pas à utiliser ces miels ou ces monnaies locales, donc il peut demander une reconversion, il paye une petite commission, mais le but, c'est de constituer. Alors en France, les monnaies locales telles que la miel ou bientôt peut-être la trémière à La Rochelle, ça démarre en 2010 et vous voyez qu'il y a une croissance assez importante puisque en 2019, on avait 82 monnaies locales en circulation. Il y a eu depuis des disparitions et de nouvelles créations, on doit s'approcher des 90 aujourd'hui. Voilà un petit peu la géographie des monnaies locales à l'époque. Donc la plus importante, le SCO au Pays Basque, assez importante, la Gonette à Lyon. Par contre, vous voyez qu'à par exemple à Lille, il n'y en a pas. Il y a un projet de monnaie locale, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc 82 monnaies locales, il y a 35 000 particuliers qui utilisaient la monnaie locale, à peu près 10 000 prestataires donc qui acceptaient le paiement en monnaie locale, et à l'époque, 4,5 millions d'euros en circulation en monnaie locale. Là, voilà pour donner. L'objectif de ces monnaies locales, c'est de faire en sorte que l'argent il circule sur le territoire, que quand on dépense de l'argent, il ne sorte pas tout de suite pour sortir du territoire, voire partir en Chine ou ailleurs. Donc c'est faire en sorte qu'à travers le circuit que je vous ai évoqué tout à l'heure, l'argent circule et développe l'activité économique avec ces circuits courts. Deuxième élément, c'est participer à la transition environnementale. En fait, tous les prestataires signent une charte où ils s'engagent avec des comportements éthiques et environnementaux. Et puis, les fonds de garantie permettent de financer des projets éthiques et environnementaux. Et troisième élément important, c'est renforcer le lien social, faire en sorte que les gens se rencontrent et gèrent eux-mêmes la monnaie citoyenne, cette notion d'autogouvernement des communs qui était évoquée tout à l'heure. Alors, ces trois fonctions, c'était des hypothèses qu'on faisait sur l'ensemble des monnaies locales. Depuis, il y a une enquête réalisée par le mouvement SOL qui réunit un ensemble de monnaies locales en France, qui a fait une enquête à l'échelle nationale et qui montre qu'effectivement, on a bien une modification des comportements, que quand les gens adhèrent à la monnaie locale, par exemple, ils vont moins aller au supermarché, moins acheter sur Amazon et autres plateformes sur Internet, qui vont aller à l'épicier du coin, qui vont manger plus bio. Donc on a des résultats qui montrent qu'on a bien une certaine efficacité, d'où l'intérêt aujourd'hui croissant des collectivités locales, des communes, communautés de communes, départements et régions pour les monnaies locales. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça dans un événement consacré au logiciel libre. Parce que si aujourd'hui, en tout cas pour la miel et comme pour beaucoup de monnaies, on est uniquement en monnaie papier,
Comme toutes les structures, on est confronté à la nécessaire numérisation de nos outils de gestion. Donc c'est l'enjeu de l'informatisation de la gestion. Et puis la numérisation du paiement, c'est-à-dire qu'au lieu de payer avec un papier, on paye avec soit une carte, soit plus communément avec aujourd'hui un smartphone. On va scanner un QR code, mettre le paiement, et c'est ainsi que ça fonctionne. Alors se poser la question de savoir comment on organise cette numérisation, cette transformation numérique des monnaies locales. Et à la Biel, comme dans beaucoup de monnaies locales, on est parti sur l'idée que si la monnaie est un commun, eh bien, on doit utiliser des communs numériques pour gérer cette monnaie locale. Donc plutôt prendre des logiciels libres. Alors dans la région Aquitaine, voilà un petit peu la situation. Il y a quelques monnaies dont on ne sait pas trop s'ils sont engagés. Je crois que la Gâtine, elle, est engagée, mais les deux autres, elles ne le sont pas. Donc, il y a en fait différentes solutions qui sont proposées. Alors, il y a une solution qui est privée, qui est portée par une société qui s'appelle Silaos, qui en fait reprend une solution développée par une ONG néerlandaise qui s'appelle Cyclos. Et ils ont créé une solution qui s'appelle la ruche des monnaies, qui a été adoptée par l'Abeille et l'Acquis en Dordogne. Et toutes les autres monnaies qui sont engagées sont sur des logiciels libres. Alors, soit des solutions qui ont été développées par des monnaies locales, avec souvent des bénévoles qui sont investis, qui ont développé des outils et qui les mettent à disposition des autres monnaies. Mammouth ou Mux a développé une solution pour le trèfle et est en train de la transférer au Pélou, qui est dans le Limousin. Donc le trèfle, c'est vers Périgueux. La plus importante monnaie locale en France et en Europe, l'Oshko, a développé sa solution et l'a partagée avec son voisin de la Tinde, qui est dans le Béarn. Donc c'est le deuxième territoire du département 64, Pyrénées-Atlantiques. Et puis, il y a des solutions qui sont des solutions créées par des collectifs de développeurs et de monnaies locales. Donc l'association de la fédération Koinos, qui a été développée assez largement par, on va dire, la Doum, c'est-à-dire à Clermont-Ferrand, mais qui est aujourd'hui mutualisée, donc qui est en cours d'adoption plus ou moins par deux monnaies locales. Et puis Loca Valuto, que va vous présenter Stéphane, qui est une... alors, Koinos, pour donner quelques clés sur la différence entre Koinos et Loca Valuto, parce que Valuto, c'est aussi une association qui réunit des développeurs et des monnaies locales pour travailler ensemble au développement de solutions de logiciels libres pour les monnaies locales. Koinos a été conçu uniquement par les monnaies locales. C'est un truc qui a été construit à partir de simplement des outils destinés aux associations de gestion des monnaies locales, alors que Loca Valuto a repris des outils libres et les adapte aux monnaies locales, je passe sur le contrôle. Et la fonction de Loca Valuto, c'est un petit peu maintenant de réunir l'ensemble de ces acteurs, c'est-à-dire que la solution de l'Oshko pourrait être intégrée à Loca Valuto, c'est ce à quoi travaillent les amis de la Tinde. Il y a des perspectives de connecter aussi Koinos et Mammouth ou Mux, et Stéphane va vous présenter cette solution. Yes, merci Yannick. Alors, Loca Valuto, qu'est-ce que c'est? Donc ça veut dire monnaie locale en espéranto. Donc espéranto, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la langue, c'est une sorte de langue qui se veut un peu universelle, qui est un mélange de plusieurs autres langues, qui a vocation à être une langue internationale. Bon, c'est un petit projet, mais qui porte des valeurs qui sont assez sympathiques. Loca Valuto, donc c'est issu d'une démarche de plusieurs monnaies qui avaient besoin de passer à la gestion informatique de leur association et à la numérisation de leur monnaie. Alors à l'origine, c'était la Pive, le Léman, la Roue, donc Franche-Comté, Suisse et côté Marseille, Aix-en-Provence, région PACA. Et alors, il y avait déjà quelques monnaies qui étaient parties un peu de leur côté pour numériser. Donc, on a vu l'exemple de l'Oshko, il y en avait d'autres. Et le problème, c'est que développer des outils pour les monnaies, comme n'importe quel outil, ça demande des moyens humains, des moyens financiers. Et les monnaies locales étant pour l'instant majoritairement des petites associations, elles n'avaient pas ces moyens-là. Donc, l'idée, c'était de se regrouper, de mettre en commun les moyens financiers et les ressources humaines afin de proposer une suite de logiciels open source et même un peu plus loin libre. Voilà. Donc c'est une association, c'est devenu une association en fin 2019 et fondée
par les monnaies locales et dirigé par les monnaies locales. Donc avec gouvernance partagée, 100% de transparence inclusive. Voilà. Aujourd'hui, une association, peut-être plus tard une SIC, on verra. Ça dépendra de l'évolution du projet. Alors les trois grands pôles de l'association Local Valuto, c'est d'abord l'implémentation et l'accompagnement des monnaies locales. Donc l'implémentation, c'est-à-dire on prend cette suite de logiciels que je vous présenterai plus tard et on va l'implémenter chez les monnaies pour mettre en place leur gestion interne et leur numérisation de monnaie. À côté de ça, il y a un énorme enjeu de formation des bénévoles et salariés de ces monnaies-là. À côté, il y a le développement informatique. Donc on a pris un certain nombre de logiciels et on essaie de les faire évoluer. Donc là, il y a une équipe de développement qui est en place au sein de l'association pour faire évoluer les fonctionnalités pour répondre exactement aux besoins des monnaies locales. Et après, le troisième pôle, c'est vraiment le côté communauté numérique. Voilà, c'est l'idée de rassembler dans un même endroit où l'accès est complètement libre tous les développeurs ou les personnes intéressées par l'informatique dans le milieu des monnaies locales et plus largement, au-delà des monnaies locales, d'autres systèmes même de monnaie, comme les monnaies mutuelles, plus communément appelées les barters. On a quelques échanges parfois aussi avec des acteurs de la monnaie libre qui s'appelle la June. Voilà, et puis encore les CEL également, systèmes d'échange locaux. Voilà, c'est tout plein de petits systèmes d'échange qui existent et avec qui on prend plaisir à partager. Partage aussi bien théorique, philosophique que partage technique. Alors les objectifs vision valeur, l'idée c'est d'avoir un kit d'outils pour passer moins de temps sur les tâches rébarbatives. Voilà, gérer une monnaie locale, surtout au début au lancement, c'est beaucoup de tâches administratives, c'est beaucoup de comptabilité, c'est beaucoup de un tel a échangé tant d'euros tel jour, un tel a échangé tant d'euros tel autre jour, etc. Un tel a reconverti. Bon, c'est très chronophage et c'est un vrai frein au développement des monnaies locales. Donc l'idée c'est d'automatiser un maximum. Ensuite, des outils 100% libres. Yannick vous expliquait pourquoi, parce que c'est l'idée que la monnaie est un commun et dans la mesure du possible, il faudrait que les logiciels qu'on utilise soient aussi des communs. Indépendance complète au GAFAM. Outils hébergés sur les serveurs des utilisateurs, donc des monnaies. L'idée, c'est de ne pas avoir de solution centralisée, mais d'avoir plutôt chaque monnaie qui a son ou ses serveurs, qui est maîtresse des données sur ses serveurs. Et puis voilà, tout simplement. Et une volonté de former et de transmettre. Ces deux derniers points, c'était un peu l'idéal qu'on avait au début du projet Local Valuto, c'est de dire l'objectif c'est que dans 5 ans, Local Valuto, ça disparaît. Il n'y a plus besoin parce qu'on a réussi à transmettre, à former les monnaies locales, elles sont devenues autonomes, du coup il n'y a plus besoin de nous et on va s'amuser ailleurs, on va faire autre chose. Bon, c'est un idéal, dans 5 ans on n'y sera pas, mais c'est quand même l'idée de rendre les monnaies le plus autonomes possible sur la gestion de leurs outils numériques. Forcément la sécurité. Alors pourquoi ? Parce qu'on parle d'argent. Donc là, forcément, il y a des critères à respecter. Au-delà de ça, comme vous disiez Yannick, la monnaie, le fonctionnement de monnaie, c'est basé sur la confiance. Et donc, pour que les gens aient confiance d'une monnaie, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité sur les applicatifs, les logiciels qui permettent de gérer et les échanges. L'idée, c'était de s'appuyer, contrairement justement à l'application Coinos qui a été présentée tout à l'heure, l'idée c'était de s'appuyer sur l'existant et sur des logiciels qui étaient déjà en cours d'utilisation. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas envie de réinventer la roue. Il y avait déjà plein de logiciels qui répondaient à beaucoup de besoins des monnaies locales. Donc l'idée c'était de les prendre et de les améliorer. L'idée aussi c'est de s'appuyer simplement sur les communautés open source de ces logiciels. Toujours la même idée, c'est que si à un moment Local Valuto, pour X raisons, et dans le monde associatif il y en a des milliers de raisons, si à un moment Local Valuto venait à disparaître, les monnaies ne se retrouveraient pas bec dans l'eau à dire super, on a des logiciels mais on n'a plus personne pour développer dessus ou pour les maintenir. Non, là, comme sur tous les logiciels, il y a des grosses communautés de développeurs derrière. Il y a beaucoup plus de chances que ces monnaies puissent trouver des prestataires ou des bénévoles qui peuvent intervenir sur ces logiciels et qui ont déjà les compétences, en l'occurrence, qui sont déjà formés. Mutualiser, ça j'en ai parlé, communication, partage d'expérience, éviter de faire la même chose. C'est un peu dommage de tous dépenser des milliers d'euros pour faire exactement les mêmes logiciels. Alors c'est dommage. Dans une certaine mesure, la diversité et puis la diversité des offres, c'est bien aussi, c'est la richesse d'un écosystème, c'est important. Mais si on peut mutualiser, c'est intéressant aussi. C'est suivante. Ouais.
Les compétences informatiques restent dans les MLCC, donc tous les bénévoles et tous les prestataires également de Local Valuto, parce qu'on ne travaille pas uniquement qu'avec des bénévoles, sont des acteurs dans les monnaies locales, sont des adhérents ou font partie de la coordination de l'administration de monnaie locale. Donc on a vraiment un lien très fort avec la partie métier, d'accord, de ces logiciels. Et ça permet un gain forcément sur le retour d'investissement pour les MLC, parce que derrière, elles vont mettre un gros effort financier au début, et comme elles gardent les compétences derrière, ça leur permet de faire des économies à la fin. Et ce que je disais, objectif 100% d'autonomie sur les MLCC. On est bien d'accord que c'est un idéal. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, parce que le métier d'une monnaie locale, c'est pas l'informatique, c'est la monnaie. Donc il y a un moment aussi où c'est là la limite du 100% autonomie. Alors, pour entrer un peu plus en détail, avant que Local Valuto arrive, voilà un exemple à peu près basique de l'architecture logicielle d'une monnaie locale. Voilà, on avait là dans cet exemple, qui est un exemple concret, hein, c'est une vraie monnaie locale qui avait ça, on avait 6 ou 7 bases de données différentes, certaines étaient reliées entre elles, d'autres non, et sur des outils libres ou pas libres, avec des connaissances informatiques relativement limitées en général sur ces outils, et puis surtout énormément de travail de synchronisation entre ces bases de données, synchronisation souvent à la main, majoritairement. Voilà, donc il y avait les salariés ou les bénévoles qui passaient la majorité de leur temps à dire tiens, un tel est dans telle base de données, mais elle n'est pas là, bon hop, je rajoute ici, tac tac tac, et puis merde, il n'est pas là non plus, je rajoute ici, et puis quand il faut supprimer, faut supprimer partout, et quand il y a un changement de données, faut faire le changement de données partout, c'est un bordel. Donc l'idée c'était de changer ça, et donc le kit Local Valuto, ça ressemble à ça. On va dire, mais attends, il me raconte des cracks, il y a à peu près autant de logiciels qu'avant. Oui, il y a autant de logiciels qu'avant, je vais y revenir. Donc là aujourd'hui, ces logiciels-là qu'on propose dans le kit Local Valuto, donc peut-être que vous en connaissez certains. Sego et Melco pour serveur email, Rocket Chat qui est une alternative à Slack, d'accord. Big Blue Button, une alternative à Zoom, enfin visioconférence. Nextcloud pour le stockage de documents, LibreOffice pour l'édition en ligne, donc édition de type Word, Excel, PowerPoint, voilà, la même chose mais en libre. GoGoCarto qui est une solution de cartographie française en l'occurrence, qui a été développée à l'origine par des collectifs et associations sur la lutte pour le climat, en fait, qui voulaient faire des cartographies des alternatives écologiques, des tiers-lieux, des épiceries bio, vrac, etc. Et puis en fait, ils ont fait un logiciel libre qui est hyper sympathique et qui est beaucoup utilisé maintenant dans le milieu associatif. Et au centre de tout ça, on a le logiciel Odoo, qui est un logiciel Odoo Community, à faire différence avec le logiciel Odoo Entreprise. Odoo, c'est un logiciel belge à l'origine, qui est un ERP, CRM, CMS, donc un logiciel de gestion en gros. Qui permet de faire tout ce qui est comptabilité, gestion de portefeuille, donc en l'occurrence là, gestion d'adhérents, gestion de la communication, site web, voilà, bon, ça fait un peu tout, sauf le café. Donc tous ces logiciels, finalement c'est un peu aussi complexe qu'avant, sauf que... non, là tu as sauté une slide. Encore en arrière, voilà. La différence, c'est que là, il y a une seule et unique base de données, elle est sur Odoo. En fait, donc les premiers travaux de Local Valuto, c'était de dire comment ces logiciels, en fait, on les connecte tous à Odoo pour s'assurer que lorsqu'on fait une saisie, lorsqu'on rentre un nouvel adhérent, lorsqu'on crée un nouvel événement et que la personne s'inscrit à cet événement, lorsqu'il y a une transaction financière qui est faite et une conversion d'euros à monnaie locale, tout va sur Odoo. Voilà. Donc il y a besoin de faire une seule saisie. Et après, Odoo, il y a un logiciel qui est assez efficace dans l'automatisation également. Donc ça va nous permettre d'automatiser beaucoup de tâches, notamment tout ce qui est tâches de facturation, d'édition de documents légaux, les justificatifs, etc., etc. Voilà, donc là, il y a un panel qui n'est pas exhaustif parce que on peut rajouter plein de choses, de fonctionnalités que propose tout le kit Local Valuto. Donc on a parlé de Rocket Chat pour les discussions en haut, on a parlé de Nextcloud et de LibreOffice pour le partage et l'édition de documents. Et derrière, on va avoir toute la partie gestion d'annuaire, cartographie, site web, agenda événements, gestion de projet, newsletter, adhésion forcément pour des associations. Et des trucs un peu plus spécialisés pour les monnaies locales,
Donc la partie prospection pour les pros, la partie gestion de comptoir, parce que quand Yannick vous parlait tout à l'heure des coupons papier, ces coupons en fait on les échange dans des comptoirs de change qui sont répartis un peu partout sur le territoire, et ces coupons c'est voilà, comme cet exemple là. Attention, vous avez une miel qui circule. Et ces gestions de comptoir, c'est du stock de billets qui, au début, n'a aucune valeur, mais dès le moment où ils sont échangés contre 2 €, ils ont une valeur. Et donc, il faut la gérer, il faut savoir où sont ces billets, il faut savoir combien sont convertis, combien sont reconvertis. Derrière, il y a tout un compta qui suit. Donc, l'idée, c'est de développer des fonctionnalités qui permettent d'automatiser et de suivre un peu tout ça, d'avoir un historique et un monitoring. Et ensuite, pour finir, la partie gestion des transactions, monnaie numérique. Donc là, ça me fait partir sur la partie vraiment développement informatique. Développement informatique, il y a deux buts, c'est ce que je vous ai dit, c'était déjà de mutualiser les coûts de développement. Donc avant, chaque MLC embauchait son propre développeur ou avait son propre prestataire et ça coûtait une blingue et elles avaient beaucoup de moyens, donc elles n'allaient pas très loin. Et maintenant, on mutualise, toutes les monnaies locales mettent leur argent ensemble, et là ça fait des projets beaucoup plus intéressants avec beaucoup plus de potentiel. Et pareil pour les compétences de développement pour les bénévoles, je ne vais pas revenir là-dessus. Hop, Yannick. Un petit zoom sur le paiement numérique. Donc ça c'est le gros projet qu'on a en cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les logiciels pour la gestion associative, on va dire, des monnaies locales, ils fonctionnent. Bon, il y a toujours des évolutions de fonctionnalités qui sont en cours, évidemment, mais globalement, ça fonctionne et c'est installé. Là, actuellement, le gros projet, c'est mettre en place le paiement numérique. Paiement au début par smartphone. Donc, c'est simple, on arrive chez un commerçant, hop, on va prendre le boulanger, on va payer son pain, sauf qu'au lieu de donner des pièces, on va scanner le QR code et on lui dit, je paye une miel 50, etc. pour mon pain. Et ça arrive directement sur le portefeuille en monnaie locale du commerçant. Donc l'objectif, proposer une application web, une application mobile. L'application web est importante pour les professionnels dans le cadre de leur gestion de comptable, d'accord, permet d'éditer des documents, etc. Et l'intérêt surtout, c'est qu'il y a une connexion directement en O12, que je vous disais, toujours une unique base de données et surtout le lien directement avec la comptabilité de l'association, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin qu'un bénévole aille jusqu'au comptoir de change, récupère la feuille de conversion ou reconversion, puis après aille rentrer à la main dans une base de données ou un Excel. Les transactions, c'est tout fait automatiquement. Aujourd'hui, le développement, il est basé sur deux logiciels, alors un libre et un pas libre en l'occurrence. Donc Cyclos, c'est le logiciel qui n'est pas libre. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille avec Cyclos? Parce que historiquement, aujourd'hui, pratiquement toutes les monnaies qui se sont numérisées travaillent avec Cyclos. Donc bon, il y a eu là, ça a été la contrainte là-dessus. Bon, Cyclos qui est un très bon logiciel au-delà de ça, hyper efficace, qui permet une configuration très très fine des règles de transaction, d'accord, mais pas libre. Et là intervient le deuxième outil qui s'appelle Billet2Jo, qui est basé sur la technologie blockchain qui s'appelle Comchain. Voilà, c'était développé par une association, c'est devenu une association récemment suisse et utilisé aujourd'hui par la monnaie le Léman. Et l'idée, c'est que le Léman est venu nous voir à Locavaluto et dire nous, on a une solution qui est libre, qui est basée sur la blockchain, donc c'est aussi intéressant d'un point de vue sécurité, d'un point de vue décentralisation, etc. Et donc, ça serait bien que Locavaluto se connecte, soit capable d'utiliser cet outil-là. Donc là, c'est les travaux qui sont en cours pour la numérisation de la monnaie, avec une V0 qui est en cours de livraison, et on espère une V1 déployable sur les monnaies locales début de l'année prochaine. Tu regardes le paysage ? Alors ensuite, voilà, j'ai parlé de la partie développement, la partie déploiement maintenant. Donc le but de Locavaluto, c'est de proposer ces outils pour toutes les monnaies locales. N'importe quelle monnaie locale est libre de rejoindre l'association et d'installer eux-mêmes d'ailleurs les logiciels s'ils peuvent. Ils ont absolument tout à disposition. Certaines l'ont fait. Ils avaient les développeurs et les compétences en interne. Elles sont arrivées, elles ont pris le tuto, elles ont installé et c'est super. Elles sont autonomes. Donc ça, c'est vraiment notre but. Donc derrière, il y a tout un enjeu également de création de procédures, de vidéos tutoriels pour la formation. Et des tarifs adaptés. Là, il y a un accompagnement auprès des monnaies locales, car souvent, ce sont des milieux associatifs avec des militants qui sont très enthousiastes, mais qui sont très éloignés aussi du milieu du monde du numérique et qui n'ont pas du tout conscience du coût en fait, d'une infrastructure numérique.
Voilà, donc en gros, elles arrivent et puis demandent est-ce que vous pouvez nous faire un devis, elles s'attendent à quelques centaines d'euros et puis bim, bah non, c'est quelques milliers parce que un développement, des développeurs, de la maintenance sur le long terme parce que une fois que leurs serveurs sont en place, c'est bien, mais par contre, si leur serveur crash, bah, les adhérents ne peuvent plus faire leurs transactions, c'est un peu embêtant. Et ça coûte de l'argent. Et souvent, c'est un peu un choc au départ et puis bah, après, il faut essayer de les accompagner pour qu'elles puissent suivre. Voilà, donc plein de tarifs, des trucs optionnels, des trucs pas optionnels, des aides, des formations financées par l'État également, Datadoc, CPF, etc., qui permettent de faire monter en compétence les monnaies et d'installer ces outils et de faire la maintenance. Alors aujourd'hui, donc ça c'est juillet 2021, donc c'est toutes les monnaies qui sont officiellement en contrat avec nous. Voilà, je mets un petit astérix, voilà, et 10 monnaies locales qui ont déployé le type local valuto et un petit astérix à notre connaissance. Parce que bon, les outils sont disponibles, le tutoriel est complètement en accès libre sur notre site web. À ce moment-là, bah, il y a peut-être d'autres monnaies qui l'ont implémenté, qui ne nous ont pas dit. Un peu partout en France, donc la roue du côté de PACA, la pive en Franche-Comté, l'EMA en Suisse, le lien à Saint-Étienne, le Stuc en Alsace, la cigogne en Alsace aussi. La miel en Gironde, la racine à Versailles, la nielle en Normandie et le brin à Bourg-en-Bresse. Et on a aussi installé ces outils pour le mouvement sol, qui n'est pas une monnaie locale, mais là qui est une association, parce que ces outils sont des outils de gestion associative, donc après tout, ils fonctionnent pour n'importe quelle association, sauf la partie paiement numérique, évidemment. Voilà. Et à côté, on discute avec plein d'autres monnaies locales qui sont soit sur des échanges purement théoriques, partage de connaissances, partage de bonnes pratiques, soit vraiment dans l'idée qu'ils installent aussi ce kit-là pour remplacer leurs outils actuels. Donc des monnaies avec qui on a des échanges, grosse monnaie, il y a le SCO, il y a au Pays Basque, la Gonette à Lyon, le Carn à Grenoble. On échange un petit peu avec des monnaies belges aussi, parce qu'il y a beaucoup de monnaies locales en Belgique. On a eu un peu d'échanges à droite à gauche aussi, un peu plus à l'international. Voilà, c'est tout pour moi. On n'a pas de réseaux sociaux, donc si vous voulez nous contacter, c'est via notre site web, tout simplement. Je ne sais pas quelle heure il est au niveau timing. Est-ce qu'on a le temps pour... 11h20, super. Bon, on a 10 minutes si vous avez des questions, des remarques, des besoins de clarification. Enfin, si vous avez envie de vous investir à titre bénévole, n'hésitez pas à contacter le Local Valuto. Oui, comme à peu près n'importe quelle association dans le monde, on est en manque de bénévoles, évidemment. Donc, évidemment, il y a tout un aspect accueil des nouveaux, formation également, parce que c'est sur des logiciels un peu particuliers. Et puis derrière, beaucoup de personnes qu'on accueille deviennent aussi à un moment peut-être aussi prestataires, parce que c'est un projet qui demande beaucoup de travail. Et c'est bien de vouloir passer du temps, mais à un moment, il faut aussi remplir le frigo. Donc l'idée aussi, c'est de trouver des moyens de financer les personnes qui font évoluer le projet. Voilà. Non ? Oui ? Tu veux le micro peut-être ? Tout à l'heure, vous avez fait passer un billet, et donc on peut sentir dessus qu'il y a des espèces de filigranes pour empêcher la copie. Est-ce que toutes les monnaies locales utilisent un système similaire ou certains ne prennent pas cette peine de protéger leur billet ? Je peux répondre ? Oui. Ouais. Alors ça dépend des monnaies. Chaque monnaie, alors c'est le principe d'une monnaie citoyenne, c'est que ce sont les citoyens du territoire qui décident en fait de comment ils gèrent la monnaie, de comment ça fonctionne, etc. Et qui décident aussi du niveau de protection qu'ils veulent mettre dessus. Donc en l'occurrence, nous sur le monnaie Lamiel, je crois qu'on a 3 ou 4 protections différentes qui vont du filigrane à l'encre invisible, à estampage également des billets. Il y a des monnaies qui ont beaucoup moins. Il y a des monnaies qui ont beaucoup plus. Bon, savoir que plus il y en a, plus ça coûte cher aussi à l'impression. Donc ça dépend du budget pour la monnaie. Il n'y a aucune monnaie qui est du niveau de l'euro, du billet de l'euro, parce que on n'a pas les moyens d'avoir ce niveau de sécurité-là. Mais on peut arriver à des niveaux de sécurité qui sont respectables. Aujourd'hui, les monnaies locales n'ont pas une base monétaire suffisante pour intéresser les faussaires. On sera content. Le jour où on intéressera les faussaires, ça sera vraiment un succès pour nous. Ça veut dire qu'on est devenu vraiment un poids sur l'économie locale. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a eu des expériences de monnaie locale à l'étranger, je pense à une en Argentine, où l'expérience
a très bien marché en l'occurrence, surtout que la monnaie locale s'est développée à un moment de crise économique en Argentine, donc elle a permis à un territoire de un peu mieux supporter la crise. C'est pas un outil magique, hein, mais ça a permis d'un peu mieux supporter la crise. Et du fait que ça marchait, ils ont intéressé les faussaires. Malheureusement, les billets étaient imprimés avec l'imprimante de Monsieur Tout le Monde. Donc c'est des billets monopoliques en gros. Et là, les faussaires, ça a complètement flingué la confiance sur la monnaie et la monnaie a disparu. Donc c'est vrai que c'est un gros enjeu, la sécurité sur ces billets. Voilà. Pour le moment, cela met en tout cas une sécurité qui est correcte par rapport à ce qu'on peut voir. Peut-être qu'on pourra faire mieux, on verra à ce moment-là. Probablement que le passage au numérique nous demandera plus de veille sur les questions sécuritaires, parce que peut toujours, comme il y a certains hackers qui passent leur temps à enquiquiner les uns et les autres, c'est pas tellement, on risque pas tellement de nous rançonner, parce qu'on n'est vraiment pas des structures avec beaucoup d'argent, mais par contre, effectivement, il y a un peu de cybersécurité à développer sur les outils numériques qu'on met en place pour le paiement. Oui. Je vais être schizophrène et je vais faire en deux parties, parce qu'il y a un côté chez moi qui est assez critique et l'autre côté qui est plutôt positif. Du coup, merci pour votre travail et ce que vous faites, c'est top, et pour cette présentation. Moi, je suis dans le Béarn, du coup, je contribue à la TIND. Et il y a des choses qui me chagrinent, quoi. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis dans le besoin d'excellence mais quand je vois l'architecture, l'infra, j'ai bossé de tout début de ma carrière pour SAP. Je me suis dit, tiens, et c'est un SAP en puissance. J'ai l'impression qu'il y a autour d'Odoo, il y a quand même toute l'infrastructure, elle est autour d'Odoo, et pour la TIN, par exemple, qui est sur Dolibar, il y a des gros enjeux d'interopérabilité, quoi. Moi, je trouve que l'infrastructure, je suis curieux de connaître vraiment les raisons qui font qu'il y a cette architecture-là. Moi, ça me fait un peu peur. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, moi, ce que je vis, et donc c'est assez limité sur le territoire du Béarn, c'est que les citoyens, en fait, ils sont pas du tout impliqués. Les acteurs de l'économie locale, un petit peu, mais les citoyens, on leur parle de ça, il y a une fracture numérique terrible. Et du coup, c'est un peu, c'est pas une autocritique, parce que je suis mauvais dans le numérique, mais à quel point c'est une suite en avant. Je veux dire, l'impact de changer des billets à le paiement électronique, en fait, c'est un impact de ouf. Tu parlais à Yannick, je te tutoie, pardon, du lien social. Et du coup, le lien social, en passant en comptant ses billets, en le temps que ça prend, en fait, du coup, ça a un vrai impact. Ou là, bam, c'est dématérialisé. Je me demande s'il y a des réflexions un peu méta, quoi, à ce sujet, et à quel point, en fait, finalement, le Cavaluto, est-ce que c'est pas uniquement pour les grandes agglos, quoi, ou des gens, ou avec des personas, des gens qui sont connectés, mais ou peut-être à Oloron-Sainte-Marie, ça marche pas, parce qu'il y a, il y a beaucoup de réfractaires, en fait, au numérique, quoi. Donc il y avait ça, il y avait à quel point le numérique, on en fait quand même attention, et peut-être on y va pas à pas. Je vois que c'est un énorme pas, quoi. Et puis comment on inclut, en fait, les citoyens, même dans la démarche dans la dynamique de conception, quoi. Et après, moi, je me suis inscrit sur le chat de Locavaluto. Comme je fais beaucoup de cartographie, je connais hyper bien GoGoCarto. Big up d'utiliser GoGoCarto. Et l'interopérabilité, quoi. J'avais essayé de contribuer et j'ai pas réussi, quoi. Merci. Alors, donc il y a eu plusieurs questions. Alors sur la partie architecture, j'ai pas trop compris le point qui te bloque. Effectivement, il y a des problématiques d'interconnexion entre les logiciels. Les logiciels sont tous basés sur. En fait, j'ai pas compris la question par rapport à l'interopérabilité, mais on pourra peut-être en parler après, du coup. La deuxième question, c'était. Il y a eu plusieurs questions sur les aspects techniques, je te laisse répondre. Alors, c'est vrai que ce débat numérique, papier, parce que concrètement, quand on va payer avec ses Josco, Satind et autres, on sort un billet de banque qui n'est pas le même. Et tout de suite, ça crée une espèce d'atmosphère à la fois avec le prestataire, parce que
bon, on se reconnaît comme appartenant à une certaine communauté, et puis avec les personnes qui sont à côté, qui se disent, mais c'est quoi? Alors c'est vrai que ce n'est pas la même chose quand on va sortir son smartphone. Bon, il faut partir quand même de l'idée qu'il y a des monnaies qui sont purement numériques. Hein. Les amis de Périgueux, avec Mamoutoumux, leur monnaie, c'est que numérique, il n'y a pas un billet papier. Mais les autres monnaies, on va avoir à la fois du papier et du numérique. Et dans le cas de Loshko, donc, qui est passé au paiement numérique avec une carte, maintenant ils ont du QR code, avec Loshko Pay, mais en fait ils vont atteindre 3 millions l'équivalent de 3 millions d'euros en circulation, mais ils ont toujours, on va dire, les 25 à 30% des échanges qui se font en papier. Donc il y a toujours, voilà. Donc c'est plutôt l'idée de ne pas substituer, mais de jouer un petit peu sur les différents tableaux. Après, bon, c'est vrai, quand tu disais que les citoyens ne sont pas présents, c'est vrai dans le sens où, même au Pays Basque, il y a à peu près 1% de la population qui utilise. Alors, ce n'est pas grand-chose, puisqu'il y a 3000 particuliers sur une population de 300 000 personnes. En même temps, si on enlève les enfants, ceci et cela, ça doit se rapprocher de 5% de la population. Mais c'est énorme, 5%. Nous, on est à 0%, enfin à 0, quelque chose de %. Et malgré tout, les gens qui gèrent les associations, c'est aussi des citoyens et des citoyennes. Bon, pas forcément très nombreux, mais c'est un petit peu le mouvement. Donc il y a bien, je ne dirais pas les citoyens et les citoyennes, mais il y a des citoyens et des citoyennes qui sont investis dans la gestion de monnaie locale. Et les monnaies locales reposent encore beaucoup au bénévolat. Euskal Moneta au Pays Basque, c'est 12 salariés, mais c'est très exceptionnel. Nous, on va embaucher nos premiers salariés au 1er décembre. Oui, oui, complètement. De toute façon, la monnaie numérique, dans aucune monnaie, en tout cas, avec qui on travaille, a pour but de remplacer les billets. C'est même au contraire, le deuxième gros projet qui va venir nous en 2022, c'est justement d'améliorer les fonctionnalités de gestion des coupons papier, justement, pour mieux les gérer et aussi développer ces coupons papier, parce que c'est, comme tu disais, hein, on est d'accord là-dessus, le lien social, il se crée avec les échanges de papier et par smartphone. Après, le numérique, ça c'est aussi issu de pas mal d'échanges, c'est nécessaire pour développer la monnaie de manière à ce qu'elle soit un vrai acteur de poids dans l'économie locale. Si on passe pas aux monnaies numériques, par exemple, il y a beaucoup de pros qui veulent pas y aller parce que ils veulent pas se balader avec les valises de coupons, ce qui est compréhensible. Donc c'est un équilibre à trouver. Hein. Il y a pas, c'est clairement ça. Et l'équilibre va être différent certainement suivant les territoires. Mais ça, après, c'est à chaque monnaie justement de connaître son territoire pour savoir où est le bon équilibre. Tout à fait. Voilà. Et puis l'idée, c'est pas de développer la monnaie pour elle-même, mais parce qu'on est convaincu que l'utilisation de la monnaie locale, ça a un impact sur les pratiques et donc sur les émissions de carbone, sur le réchauffement climatique. Et donc, si on veut que ça ait un impact, il faut que ça se développe. Et je crois qu'il y a une question, c'est par rapport à la contribution. Alors, si tu es sur le chat de Cavaluto, n'hésite pas à me refaire un coucou. Peut-être qu'on a loupé, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le chat, et c'est vrai qu'il y a eu, il doit y avoir une centaine de canaux de discussion différents maintenant. Et c'est vrai que des fois, on s'y perd. Mais jusque-là, j'ai encore jamais été témoin de tentatives de participation qui n'a pas pu aboutir. Donc, s'il y a des choses à améliorer, on va les améliorer. Je ne m'inquiète pas. Oui. Je me demandais, vous avez dit qu'il y avait en 2019 82 monnaies locales et à peu près 35 000 particuliers qui l'utilisent. Ça fait par monnaie locale, ça fait finalement pas beaucoup de particuliers. Et je me demande d'où ça vient. Est-ce que c'est un manque d'investissement du territoire pour la communication dans la monnaie locale? Je sais pas, c'est une question ouverte. Alors c'est vrai que c'est pas énorme. En même temps, même si vous raisonnez sur les masses, par rapport à toutes les crypto-monnaies, on est peanuts. On sait qu'on est peanuts. Mais l'idée, c'est que c'est un mouvement relativement jeune qui se construit. Avec du bénévolat, on est en train de se professionnaliser. Le numérique, très clairement, je vous ai dit, Loshko l'a introduit en 2017. Ils étaient à peu près à l'équivalent de 500 000 euros en circulation. Ils sont passés à 3 millions, c'est-à-dire ils ont multiplié en 3-4 ans par 7 la circulation. Donc, ils ont de plus en plus de personnes.
Donc c'est un mouvement qui s'inscrit dans une démarche d'ensemble. C'est une des choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer notre trajectoire, la trajectoire de la planète, comme on fait du tri sélectif, etc. C'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes de la planète. Je pense qu'au niveau de l'heure, on doit être bon. Bon, on va vous laisser le temps d'une pause café avant la suite. Bon, merci et bonne continuation. Merci beaucoup, bon salon.